Bonsoir, mesdames et messieurs. Voici un Charles Tissère un peu essoufflé, c'est tout un escalier, mais tout de même en pleine forme pour vous présenter l'émission Découverte cette saison. Une émission qui, comme vous le savez, a réussi à suivre la progression de la science avec beaucoup d'enthousiasme, d'année en année, et qui, cette saison encore, va gravir de nouveaux sommets avec vous. Nous vous préparons toute une série de reportages fascinants dans des domaines très importants de l'actualité scientifique, comme par exemple dans le domaine de l'environnement. Nous allons vous parler de problèmes très inquiétants concernant la navigation des grands pétroliers sur le fleuve Saint-Laurent. Et puis, comme d'habitude, nous allons suivre l'évolution de la technologie en vous présentant un reportage sur des sondes robotiques expérimentales mises au point par les Russes et les Américains, sondes qui permettront peut-être un jour d'explorer la surface de la planète Mars. Plus près de nous, sur Terre, nous parlerons tout au long de l'année de problèmes de santé, une question qui nous touche dans la vie quotidienne, en traitant de sujets aussi variés que les blessures qui affectent les danseurs et les danseuses de ballet, mais aussi de maladies comme par exemple le cancer de la peau, qui est en pleine progression actuellement. Et puis, tout au long de la saison, nous vous présenterons, comme d'habitude, des grands documents qui nous proviennent de l'étranger, comme par exemple la vie mystérieuse des chauves-souris. Voilà seulement un aperçu des sujets que nous vous proposons cette année à Découverte. Voici le résultat d'une coupe à blanc. Presque tous les arbres ont été abattus. Autrefois, on n'aurait rien fait pour favoriser la régénération des arbres. Mais dès le printemps prochain, la forêt ici va renaître parce que l'entrepreneur qui a fait la coupe devra reboiser. Autre exemple, la coupe ici s'est faite en forme de couloir. On n'a récolté qu'une partie des arbres, laissant des bandes de végétation. Le but, c'est de permettre l'exploitation de la forêt tout en préservant son avenir. C'est ce qu'on appelle le développement durable, un des grands thèmes du sommet de la Terre de Rio de cet été, et une politique qui s'applique au Québec depuis 1986 et qui d'ailleurs se répand au Canada. Ce qui malheureusement n'est pas le cas pour d'autres pays dans le monde, particulièrement ceux qui abritent des forêts tropicales. Si le rythme de destruction des forêts tropicales se maintient, elles auront complètement disparu avant la fin du siècle prochain. Le Costa Rica est l'un des pays les plus frappés par la déforestation, mais la situation là-bas n'est pas désespérée. Entre le Mexique et l'Amérique du Sud, juste au-dessus du Panama, un petit pays pacifique de 3 millions d'habitants. Lors de son 4e voyage, en 1502, Christophe Colomb l'avait appelé Costa Rica, la côte riche. Ce qui l'intéressait, c'était l'or. Mais cet or a vite disparu. Aujourd'hui, si le pays mérite encore ce nom, c'est à cause de sa richesse biologique. Sur un territoire grand comme un 30e du Québec ou un 10e de la France, il y a 5% de toutes les espèces animales et végétales connues sur la planète. Ces hommes patrouillent une des nombreuses forêts protégées du Costa Rica. Nous sommes au nord du pays, dans ce qu'on appelle le Monteverde. C'est une région de montagne couverte de forêts tropicales humides. À 2000 mètres d'altitude, se produit un phénomène particulier. Les masses d'air venues des océans Atlantique et Pacifique se rejoignent. Elles forment en permanence un brouillard mystérieux. Ici, la vie végétale et animale atteint une complexité et une richesse inégalées. Il y a à peine 50 ans, il n'y avait que quelques fermes dans la vallée. Mais en 1951, une vingtaine de familles américaines, de religion Quaker, s'établissent au pied de la montagne. Impressionnés par la beauté de cette nature, ils achètent 1500 hectares, créant ainsi la première réserve naturelle du pays. En 1986, une association locale, la Ligue de conservation du Monteverde, prend la relève. Elle fait appel à la solidarité internationale pour sauver la forêt. Le réseau scolaire est mis à contribution, notamment au Canada. Le résultat, c'est El Bosque Eterno de los Niños, la forêt éternelle des enfants. 13 000 hectares pour toujours à l'abri du développement. La campagne se poursuit car il reste alentour une zone presque aussi étendue à protéger.
Pour les écologistes qui étudient la forêt, il y a en effet des raisons évidentes pour préserver la superficie la plus vaste possible. Every different trail you go on, you find a different assemblage of plants. You have some that occur only on one trail, only on another trail. Chaque sentier présente un ensemble de plantes différentes. Par exemple, il y a des espèces qu'on ne trouve qu'à certains endroits. Parce que dans un milieu comme celui-ci, vous avez différents régimes de température, de vent et d'humidité. En fait, ce sont différents micro-habitats. C'est vrai aussi pour la vie animale. Il y a des oiseaux, par exemple, qui ne vivent qu'au sommet de la montagne. D'autres qui vivent seulement dans les vallées, et d'autres qui migrent du sommet aux vallées. Cela explique que lorsque vous travaillez dans la protection intégrale, il est très important de préserver de grandes superficies. Vous ne pouvez pas seulement dire, bon, eh bien, on va préserver le sommet de cette montagne et ensuite couper tout alentour. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des oiseaux qui remontent à certains moments de l'année et qui descendent à d'autres moments. Alors, si vous coupez la forêt en dessous, vous coupez leur source de nourriture. Préserver des écosystèmes entiers, c'est une des priorités du gouvernement. Parallèlement aux efforts privés, comme ceux du Monteverde, il a créé un réseau public de parcs et de réserves. Au ministère des Richesses naturelles, Alvaro Ugalde est celui qui a planifié le réseau. Nous rêvions d'un système national de parcs comme cela existe aux États-Unis et au Canada. Les Costariciens vont à l'école, ils apprennent à lire et à écrire, et en général, ils sont très ouverts aux propos de leurs semblables. Si bien que notre idée a trouvé des appuis au Parlement et au sein de la population. Cela nous a pris 22 ans, mais nous avons maintenant 12% du territoire protégé sous forme de parcs ou de réserves. Tout cela ne s'est pas fait sans bataille, mais aucune n'a laissé de blessures importantes. 12% du territoire protégé pour un petit pays du tiers-monde, c'est énorme. Mais à côté de cette image idyllique qui attire les touristes du monde entier, il existe une autre réalité. Et celle-là, on ne la montre pas aux étrangers. Poussés par la faim, les paysans du Costa Rica brûlent la forêt. Pour eux, l'arbre est un obstacle au progrès. Ils défrichent pour l'agriculture, mais aussi et surtout pour l'élevage. À leur tour, les animaux dénudent les collines et accélèrent l'érosion. C'est le cas de ces collines situées à quelques kilomètres de la réserve du Monteverde. Et puis, il y a la forme la plus ancienne de déboisement, la coupe de bois précieux. Sous ces latitudes, on trouve des arbres gigantesques. Depuis Christophe Colomb, des prospecteurs de leurs verres les rabattent vers les villes pour les débiter en madriers ou en meubles de luxe. Si bien qu'en définitive, la forêt du Costa Rica ne cesse de diminuer comme une peau de chagrin. Lors des 50 dernières années, les relevés photographiques par satellite révèlent qu'elle a diminué de près de 40%. Un record pour l'Amérique centrale. Tout cela au point où la déforestation autour des parcs et des réserves menace d'annuler les bienfaits des efforts de protection. Une solution, relier entre elles les zones protégées. C'est ce que le gouvernement tente de faire. Entre la forêt de Broglio Carrillo et la réserve La Selva, le ministère des Richesses naturelles a réalisé un premier corridor de quelques kilomètres de large. Quand nous avons décidé de faire ce corridor, il y avait plus de 70 fermes partiellement déboisées. Aujourd'hui, après 6 ou 7 ans de restauration, ces terrains sont presque revenus à l'état de forêt. Il n'est donc pas trop tard. Il n'est pas trop tard, mais pour le moment, il n'y a que ce petit corridor et l'État n'a pas beaucoup d'argent pour ce genre de projet. En fait, l'essentiel du reboisement est confié à l'entreprise privée. Elle reboise par des monocultures d'espèces importées, comme le teck par exemple. Sous ces latitudes, le teck pousse très vite. Il pourra être récolté au bout d'à peine 10 ans. Un choix purement économique.
qui n'a aucune valeur sur le plan écologique, sauf, peut-être, d'arrêter un peu l'érosion. Malgré ces efforts, on coupe quand même chaque année 2 fois plus d'arbres qu'on en replante. D'où le problème fondamental. Si on n'arrive pas à stopper la déforestation autour des parcs et des réserves, toute cette biodiversité, unique au monde, finira par disparaître. Le défi, c'est de restaurer les écosystèmes alentour des parcs avec la collaboration des habitants de la région. À ce niveau, le gouvernement du Costa Rica est totalement absent. Mais sur le terrain, nous avons pu constater que certains groupes locaux vivaient une expérience écologique tout à fait nouvelle. Au retour, une solution à la déforestation. Pour Edwin et ses compagnons, c'est une journée comme les autres. Nous sommes dans les pâturages qui entourent la réserve du Monte Verde, au Costa Rica, à 1600 mètres d'altitude. En quelques secondes, Edwin a grimpé dans un gros arbre, d'où il fait tomber des espèces de pommes que ses compagnons ramassent aussitôt dans un sac. Ces fruits contiennent des graines. Edwin les replantera une à une, dans une des pépinières qui appartient à la Ligue de conservation du Monte Verde. Avec l'ingénieur forestier Marco Vinicio Zamora, Edwin propose gratuitement des arbres aux fermiers du coin. De bons arbres, issus d'espèces locales. Bueno, la especie nativa presenta una serie de ventajas para utilizar en la reforestación. Les espèces locales présentent une série d'avantages pour le reboisement. En premier lieu, ce sont des espèces qui ont évolué et qui se sont adaptées aux conditions environnementales de la région, de telle sorte qu'elles se comportent mieux de manière générale que les espèces exotiques importées. En second lieu, nous nous sommes rendus compte que les espèces exotiques sont fortement affectées par des insectes nuisibles ou par les maladies, et elles sont plus faibles et plus sensibles aux facteurs environnementaux. Mais pourquoi donc offrir aux fermiers de reboiser leurs terres? Ceux-ci n'ont-ils pas besoin, au contraire, que les terres soient déboisées pour faire paître leurs animaux? C'est que la région a un problème particulier, le vent. Pendant les mois d'été, c'est l'ennemi le plus implacable. Il balaie les pâturages, il perturbe fortement la production laitière. Pour lutter concrètement contre ce fléau, et pour améliorer l'environnement autour de la réserve, la Ligue a eu l'idée de proposer aux fermiers de planter des rangées d'arbres. Celles-ci servent de coupe-vent. 70 fermiers ont accepté le projet. Les haies d'arbres sont aujourd'hui une partie intégrante du paysage de la vallée. À la ferme d'Alfredo Vargas, par exemple, Marco Vinicio Zamora a conseillé de planter du colpachi, une espèce très vivace. Aujourd'hui, les deux hommes discutent de la croissance des haies d'arbres. Pour Alfredo, les avantages sont bien évidents. Premièrement, ici, en été, nous avons beaucoup de vent et de pluie. C'est très embêtant pour nos vaches. Dans ces conditions, des haies qui protègent du vent sont importantes parce que les vaches peuvent se mettre à l'abri. De plus, je pense au bois pour l'avenir. Ici, dans le passé, on a coupé les meilleurs arbres. Dans l'avenir, les brise-vents nous fourniront aussi du bois de chauffage. Du bois pour le chauffage, mais aussi pour la construction des bâtiments de ferme. Voilà qui allège la pression sur l'écosystème alentour. Autre avantage écologique, ces couloirs favorisent la circulation des animaux ainsi que la dissémination de la flore dans toute la région. Une étude préliminaire a montré que certaines espèces d'oiseaux étaient de retour dans la vallée grâce aux rangées d'arbres. Ces fruits, par exemple, sont pour eux une nourriture de choix. Quant aux feuilles du même arbre, elles constituent un médicament naturel pour les vaches qui ont des maux d'estomac. Pour Dagoberto, propriétaire d'une ferme de 12 hectares,
le projet a littéralement changé sa perception de la nature. Pour lui, l'arbre n'est plus un ennemi. Sí he tenido cambio, al menos porque antes no estaba tan apegado. Oui, j'ai changé. Avant, je détruisais ce qui n'aurait pas dû être détruit. Maintenant, c'est le contraire. Je suis familier avec les arbres. Ils me plaisent. Par exemple, aujourd'hui, pour faire des poteaux, je cherche des morceaux d'arbres tombés à terre afin de ne pas maltraiter davantage la montagne. Grâce à ce développement mesuré, la région du Monteverde est souvent citée en exemple, au Costa Rica aussi bien qu'à l'étranger. Pourtant, sans diminuer le mérite de l'expérience, il faut reconnaître qu'elle a bénéficié de conditions très particulières. Un noyau de fermiers Quaker américains, une forêt exceptionnelle et des agriculteurs relativement à l'aise par rapport à la moyenne. Ailleurs, au Costa Rica, la situation n'est pas aussi privilégiée. Cependant, nous avons pu constater que d'autres régions explorent aussi des formes de développement durable. À 300 km au sud du Monteverde, nous arrivons près de la réserve biologique de Carrara. C'est l'arrière-pays de la côte du Pacifique, une région d'agriculture de subsistance. Des haricots, un peu de céréales. Au-delà des champs cultivés, c'est la réserve. Entre les deux, la frontière est nette, comme tranchée au couteau. Ce village s'appelle El Sur. On y circule encore volontiers à cheval. La veille de notre arrivée, on y installait le premier téléphone. Un seul appareil pour les 90 habitants. El Sur est en quelque sorte le quartier général d'un groupe environnemental présent dans une douzaine de communautés villageoises alentour. Son nom, c'est Arbophilia. Eux aussi font du reboisement. Et leur troupe de choc, ce sont des enfants. Geraldo, 12 ans, explique ici à ses copains comment faire une greffe. Les enfants s'occupent entièrement de 2 pépinières. Mais ce qui frappe surtout, c'est leur conscience écologique très développée. Ce qu'on fait, c'est pour préserver les sources d'eau. Sans les arbres, toutes les sources sécheraient. Même nous, nous n'aurions plus rien à boire. Les plantes, elles aussi, ont besoin d'eau. Sans les arbres, on n'aurait ni plantes, ni eau. Dans les pépinières, il y a surtout des arbres fruitiers, des agrumes pour la plupart. Voilà qui est excellent pour planter dans les jardins du village. Mais peut-on reboiser une forêt avec des arbres fruitiers? Ce n'est pas possible de régénérer une forêt aussi complexe avec des arbres fruitiers. Nous, ce que nous proposons, c'est un mélange de restauration économique et de restauration environnementale. Sur le plan économique, on veut établir des systèmes productifs avec les familles, travailler au jour le jour dans les plantations de fruits et abaisser le coût écologique et économique de la production de céréales. Et de notre côté, restaurer les sources d'eau. Réimplanter auprès de ces sources d'eau les arbres et la flore qui existaient auparavant. Au village voisin, ce sont les femmes qui s'occupent de la pépinière. D'ailleurs, la grande majorité des gens qui travaillent à Arbophilia sont des femmes. Là aussi, elles ont choisi de faire pousser des arbres fruitiers. Le revenu d'appoint que cela leur rapporte est loin d'être négligeable. En travaillant ici, nous apprenons beaucoup. Et parfois, nous pouvons vendre le surplus. Même s'il s'agit de petites quantités, pour nous, ça représente une aide importante. D'ailleurs,
Sans cela, nous n'aurions aucune autre forme d'aide. Pour les militants d'Arbophilia, le plus important, c'est de partir des besoins des gens et d'assurer une base économique aux familles. Ce n'est qu'après qu'on passe à un niveau d'action purement environnemental. Cette démarche explique pourquoi chaque village trouve sa solution particulière. Par exemple, dans cette pépinière, les femmes ont d'abord décidé de cultiver des orchidées pour mettre dans leur jardin. Mais en discutant de la question, elles se sont aperçues que les orchidées sauvages étaient en voie de disparition dans la région. Elles ont alors décidé de réintroduire dans l'environnement la moitié de leur production. Techniquement, ce n'est pas très compliqué, car l'orchidée est une plante épiphyte. Ce n'est pas un parasite, mais si on l'attache autour d'un tronc, elle se fixe naturellement à l'arbre en quelques heures. Poser ce geste uniquement pour renforcer la biodiversité suppose un niveau de conscience écologique tout à fait remarquable. Sur un plan plus global, les militants d'Arbophilia ont convaincu les paysans de ne plus couper les arbres. Puis, ils ont organisé des corvées pour semer des graines d'arbres dans tous les replis de terrain susceptibles de retenir de l'eau. Un peu d'élagage quelques mois plus tard, et le vallon est déjà reboisé. Au bout de 10 ans, les résultats sont là. L'érosion des sols a été stoppée, le couvert végétal a été reconstitué et les eaux de ruissellement sont bien retenues par la terre. Tout cela avec une agriculture pratiquement sans engrais chimiques ni pesticides. Est-ce donc du développement durable? Peut-être. Mais Miguel n'aime pas beaucoup l'expression. Nous ne parlons jamais de développement durable parce que ce sont des mots, des clichés bons pour les conférences. Aujourd'hui, on présente n'importe quoi comme étant durable. Comment savoir si une forme de développement sera durable ou pas? Nous, notre souci est de permettre aux familles de développer un espace économique stable pour pouvoir faire face à leurs responsabilités environnementales. Mais la génération actuelle ne fait pas vraiment face à ses responsabilités vis-à-vis de la conservation. Ce sont les enfants qui le feront. Nous travaillons avec les enfants parce que les enfants représentent le futur, le principal espoir, et parce que les enfants sont des enfants. Pour ces enfants, c'est une révolution. Géraldo et ses copains n'auront pas à s'exiler. Ils pourront vivre ici, riches d'une fierté retrouvée et d'une relation harmonieuse avec leur environnement. Quant au reste, les immenses forêts visitées par Christophe Colomb n'existent plus et on ne peut pas les reconstituer. On peut seulement souhaiter que les parcs et les réserves qui existent soient bien protégés. Et tout cela ne peut se faire, comme le montre l'exemple du Costa Rica, qu'en liant la santé des écosystèmes à la survie économique des populations qui en dépendent. L'ouragan Andrew. Il a tué plus de 30 personnes en Floride, en Louisiane et aux Bahamas. Il a jeté plus de 200 000 personnes à la rue et a causé des dégâts pour plus de 30 milliards de dollars. Comment expliquer la formation d'un phénomène naturel d'une telle violence? Il y a des milliers de tourbillons de vent inoffensifs au-dessus de la mer. Cette expérience dans l'eau illustre bien ces phénomènes atmosphériques. Ces tourbillons de vent naissent et meurent sans causer le moindre mal. Quelques-uns, cependant, ont la vie plus longue, et au cœur de ceux-ci se développe une cheminée. Si l'eau est chaude et dépasse les 26 degrés Celsius, le tourbillon peut devenir une véritable pompe géante qui soutire l'énergie de la mer. La chaleur de la mer monte dans la cheminée sous forme de vapeur d'eau et se transforme en nuages et en vent. Constamment relié à la mer, l'ouragan gagne en volume et en violence.
il peut se transformer en un monstre de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, avec des vents de 200 à 300 km/h. Dans la plupart des cas, les ouragans qui déferlent sur la côte américaine ont lieu à la fin de l'été, lorsque l'eau de la mer est bien réchauffée, et ils sont souvent originaires de la côte africaine. Cyclones, typhons ou ouragans. Selon les pays où ils sévissent, ces éléments dévastateurs portent des noms différents, mais ils décrivent tous une même réalité, bousculant tout, semant la misère et la désolation. Encore une fois cette année, nous vous invitons à nous écrire. Vos suggestions et commentaires sont toujours très appréciés. Voici notre adresse. L'émission Découverte, la Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal, Québec, H3C 3A8. La semaine prochaine, à notre émission Les arbres urbains et les problèmes qu'ils ont à surmonter pour survivre. L'ombre des gratte-ciels affecte plusieurs arbres du centre-ville en réduisant leur période de photosynthèse. Ces arbres fabriquent donc moins d'éléments nutritifs. Et puis, il y a notre propre comportement. Et un nouveau carburant pour nos voitures, un carburant moins polluant. À Los Angeles, la voiture est responsable des 2/3 de la pollution atmosphérique. La Commission d'énergie de la Californie a commandé à General Motors et à d'autres constructeurs d'automobiles la mise au point de voitures utilisant des carburants propres. C'est au Canada, à Oshawa, en banlieue de Toronto, que GM a relevé le défi de construire une Lumina à carburant écologique. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne semaine et à dimanche prochain. « 40 ans de télévision, ça se fête. Dans 30 minutes, découvrez ce que la télévision de Radio-Canada vous réserve cette saison. Ouvrez grand vos yeux. Regardez, c'est votre histoire. Mais d'abord, Bernard Derome et Jean-François Lépine jettent un coup d'œil sur l'actualité nationale et internationale. Tout de suite après cette pause, le dimanche.